Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, la libération en Libye de la ville de Derna, dernier bastion terroriste, annonce du maréchal Khalifa Haftar. Derna à l'est de la capitale Tripoli, sous le joug des djihadistes depuis 2015. L'annonce de cette reprise par l'armée nationale libyenne intervient après la reconquête la semaine dernière du croissant pétrolier. Le maréchal Khalifa Haftar polarise la scène politique. Est-il en train de conforter son emprise sur l'est de la Libye et au-delà, et ce à quelques mois des élections? Khalifa Haftar est-il l'unificateur de la Libye? On en débat dans un instant avec mes invités. À suivre également la première voiture Made in Rwanda, tout juste sortie d'usine. Elle est signée par le célèbre constructeur allemand Volkswagen qui vient d'inaugurer sa première usine d'assemblage au Rwanda. Une arrivée dans un contexte où le pays tente de réduire ses importations de véhicules en provenance d'Asie. 650 millions d'Africains toujours sans électricité, une situation qui ralentit la vie quotidienne mais aussi des pans entiers de l'économie. C'est précisément le cas au Burkina Faso où le taux d'électrification est l'un des plus faibles du continent. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Emmanuel Kouzou-Mouami, bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à tous les auditeurs, les téléspectateurs d'Africa 24. Emmanuel Kouzou-Mouami, analyste économique et politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, M. Adam Azeizi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie dans le secteur financier. Merci à tous les deux d'être avec nous. On passe tout de suite à l'actualité politique. Derna, assiégée depuis 2 ans par une alliance politico-militaire terroriste autour de laquelle gravitent des groupes proches d'Al-Qaïda. Derna est désormais reprise. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi soir le maréchal Khalifa Haftar. Une offensive avait été lancée le 7 mai pour reprendre cette ville côtière située à 1000 km à l'est de Tripoli. Khalifa Haftar parle de victoires écrasantes successives, victoires au pluriel, faisant ainsi allusion à Derna bien sûr, mais aussi à la reconquête il y a quelques jours du croissant pétrolier. Gladys Mamba. C'était la seule ville de la région orientale libyenne qui échappait encore au contrôle du maréchal Khalifa Haftar et de ses troupes. Après une première offensive lancée le 7 mai, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré jeudi 28 juin lors d'un discours télévisé « Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens. » La ville côtière Derna, située à 1000 km à l'est de Tripoli, compte près de 150 000 habitants. Elle était sous le contrôle du Conseil de la Choura, des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de groupes djihadistes. Depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011, Derna représentait le dernier bastion de l'organisation Al-Qaïda dans l'est libyen. La prise de Derna après 7 ans que cette ville était sous contrôle total des organisations terroristes est très symbolique. Surtout parce que la libération de Derna était vraiment laborieuse, était difficile, soit pour l'armée nationale, soit pour la population de Derna. Parce que les organisations terroristes ont pris en otage la population. Et c'est pour ça l'armée nationale a siégé depuis 3 ans. Imaginez 3 ans de siège. La prise de Derna fait suite à la reconquête du croissant pétrolier le 21 juin. Attaqué en son cœur une semaine auparavant par un groupe rival, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, conforte ainsi un peu plus son emprise sur cette partie de la Libye. Alors Derna, qui a toujours été au cœur de la politique de reconquête du maréchal Khalifa Haftar, Derna aussi qui inquiète le voisin égyptien, et on sait que l'Égypte a bombardé la ville à plusieurs reprises, notamment l'an dernier en représailles à des attentats qui ont été menés sur le sol égyptien. En tout cas, pour ce qui concerne la Libye, c'est en tout cas la pièce qui manquait à la reconquête, en tout cas à la conquête du maréchal Khalifa Haftar dans l'est de la Libye, M. Kouzou-Mouami. On peut dire comme cela, mais c'est un raccourci.
la Libye est un pays décomposé. On ne va pas se le cacher. Depuis 2011, la Libye est un pays complètement, je ne dis pas à l'abandon, mais en décomposition, puisque c'est un pays qui est soumis à des actions de plusieurs milices, dont effectivement l'armée dite nationale qui est commandée par le maréchal Khalifa Haftar. Et puis il y a bien sûr la partie dite reconnue par la communauté internationale, encore que cette appellation est aussi confusante puisqu'il n'existe pas une entité qui s'appelle la communauté internationale. Donc maintenant, il y a eu depuis quelque temps, non seulement par des passeurs qui aujourd'hui inquiètent aussi l'Europe, notamment dans le cas des migrations venant de la Libye vers l'Europe, mais aussi une sorte de bastion de terrorisme qui s'était installé, qui effectivement inquiétait l'Égypte. On peut le comprendre, puisque l'Égypte, c'est un pays qui a du mal à retrouver aussi son équilibre de sécurité intérieure. Donc aujourd'hui, on peut dire que la situation n'est pas assainie, c'est ce que je voulais dire dans le propos préliminaire, parce que il y a encore la division de la Libye en deux parties principales. En gros, on peut dire qu'il y a deux capitales. Il y a d'un côté Benghazi, chez le maréchal Haftar. Il y a la partie de Tripoli qui est plutôt chez Fayez al-Sarraj, si j'arrive à le dire son nom. Et aujourd'hui, les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il y a eu des tentatives de réconciliation qui n'ont jamais réussi. Voilà. Alors, ceci dit, à Paris, ils sont parvenus à se mettre d'accord sur des élections qui devraient se dérouler probablement autour du 10 décembre 2018. Alors, mais ça, c'est l'agenda électoral. Oui. Mais l'agenda électoral, malheureusement, n'occulte pas les problèmes qui sont purement économiques. Aujourd'hui, la conquête que fait le maréchal dans la région de l'Est de la Libye, c'est principalement arriver à s'approprier la partie la plus importante du pays, notamment sur le plan économique et le pétrole. Et n'oublions pas que c'est la partie centrale qui est vraiment le champ pétrolifère, c'est de l'Afrique dans la partie centre-nord de la Libye, et l'essentiel des entrepôts et des raffineries, c'est plutôt dans l'Est, donc dans la partie aujourd'hui commandée par le maréchal Haftar. Donc naturellement, comme il a pris cette fois-ci l'autre partie qui va vers l'Égypte, aujourd'hui on peut dire que, en gros, géographiquement, la moitié de la Libye, qui va du centre de la Libye jusqu'à la frontière avec l'Égypte, c'est son territoire. Comme c'est le territoire le plus riche. Donc véritablement la Cyrénaïque. Voilà, c'est donc la partie la plus riche, c'est la partie la plus pétrolifère aujourd'hui, et donc c'est sur cette partie-là qui va asseoir son autorité. Quand on a l'argent, quand on a la caisse, effectivement, on a le pouvoir avec. Cette reprise de Derna est en train de conforter le positionnement du maréchal Khalifa Haftar dans cette partie de la Libye, Adama Zeizi. Exactement. Donc je rejoins mon collègue sur le fait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre est le contrôle des installations pétrolières. Et l'intervention sur Derna fait suite aux attaques qui ont eu lieu les semaines d'avant sur les champs pétroliers, notamment par les milices de Ibrahim Jadran. Donc il y a une volonté de mettre la main sur les installations pétrolières. Une fois ces installations sécurisées, le pouvoir en place sera celui qui pourra mettre la main sur ces richesses et les redistribuer à la population et être l'interlocuteur des autorités. Certes, Tripoli aujourd'hui est l'interlocuteur officiel des institutions internationales, puisque c'est le gouvernement reconnu. Néanmoins, avec le temps, si le maréchal arrive à prouver que, et notamment en interne, qu'il a un contrôle des populations et à travers la redistribution de la rente pétrolière, on verra une évolution progressive du pouvoir de Tripoli vers Benghazi et une évolution peut-être de la position européenne et internationale par rapport à la Libye. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà fait par rapport au maréchal Khalifa Haftar? On sait que depuis un an, c'est devenu un acteur incontournable avec qui il faut négocier. Il s'est entretenu notamment avec le président français Emmanuel Macron lors des négociations déjà entamées depuis l'an dernier, Djemal Taleb. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites est absolument frappé par le saut du bon sens. Il y a une force politique et il y a surtout une force militaire. Et la force militaire, c'est le général Haftar. Et personne d'autre. Il est soutenu par les principales forces internationales dans la région. Il est le bras militaire soutenu par l'Égypte. Oui, il est le bras militaire. Mais l'Égypte est le pays qui a la plus grande implication militaire dans le pays. Et c'est aussi le pays qui a une cohérence et géographique et démographique, la Libye. Et donc c'est tout à fait logique.
Alors on se dit les choses. Moi, je ne suis pas capable de faire une analyse militaire. Je suis très mauvais pour ça et c'est trop sérieux pour que ce soit fait par des gens comme moi. Mais j'essaie juste de donner un regard sur ce que je considère moi comme étant les forces aujourd'hui en présence. Je dis bien politique. Depuis la chute du président Kadhafi, on a un pays où il y a en gros 3 forces politiques disparates. Le Premier ministre Sarraj, excusez-moi, il contrôle un quartier de Tripoli, si tout va bien. Il est en réalité pris en otage par les autres forces militaires qui sont en réalité, et notamment celle de Misrata. Celle de Misrata, le chaos les arrange, l'instabilité les arrange, et le chaos, notamment à Tripoli, motive ou justifie leur présence à eux. De l'autre côté, on a le maréchal Haftar, qui n'est pas un grand démocrate, mais il ne le revendique pas. Il est celui qui consiste à dire moi, mon pays est émietté, il est divisé. Je suis la force militaire, la seule présente. Je suis la force militaire soutenue par l'étranger. Et je suis la force démographique historiquement importante dans la région où je suis. Oui, vous avez raison, Emmanuel, de le dire. Il y a le pétrole. Et donc, si ce que vous appelez, à juste titre d'ailleurs, la communauté internationale, qui n'existe pas en réalité, veut bien demain que la Libye sorte du chaos dans lequel elle est obligée de faire un choix. Soit elle se dit, nous avons aujourd'hui Haftar qui a les forces en main, qui a le soutien du pays le plus important de la région, pardon, l'Égypte. Ou alors, ils se disent, nous choisissons les forces de Misrata. Bon, Zintan, j'aime bien, mais ça ne pèse pas tellement. Et donc, la force de Misrata, notamment, en tout cas, le choix est à un moment, on arrive aujourd'hui dans la situation libyenne où on est obligé de faire un choix. Et le choix consistera sans doute à appuyer l'un contre l'autre. Imaginez que ça va être réglé par des élections ou par la démocratie. Laissez-moi rêver. Jamais. Oui. Emmanuel Kozumwami, vous voulez intervenir. C'est en fait, nous sommes finalement devant un casse-tête quand même compliqué. Vu de la Libye ou vu de l'extérieur. Vu de la Libye, c'est un chaos. Il faut bien que quelqu'un organise au moins ce chaos en attendant que les élections nous amènent à un pouvoir stable. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas prêt d'arriver ni demain ni après-demain, en tout cas pas tout de suite. Ensuite, de vue de l'extérieur, il y a l'Italie qui a essayé de négocier notamment avec les autorités de Tripoli pour des raisons des migrants, simplement. Ou pour simplement essayer de négocier notamment avec les groupes des passeurs, qui sont très nombreux plutôt autour de Tripoli que de Benghazi, c'est la réalité, elle est ainsi. Et en se disant, après tout, en essayant peut-être de résoudre le problème en ce qui nous concerne côté côtes européennes, on aura résolu le problème de la Libye. Mais là, c'est une vision vraiment très égoïste de l'affaire libyenne. Maintenant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un chaos qui est encore vrai, c'est réel entre Tripoli et Misrata, c'est un fait, mais il y a une sorte d'organisation qui commence à prendre forme avec le maréchal, qu'on le veuille ou non, il arrive à asseoir une autorité politique. Il a une capacité militaire aujourd'hui qui est en tout cas la plus importante, ça on vient de le dire. Et en plus, il revendique être la vraie force de négociation pour la Libye. Autrement dit, si demain il dit moi j'ai une partie importante de la population, ce qui est le cas, puisque la Libye est plutôt habitée à l'est plutôt qu'à l'ouest, c'est démographique. Il y a ensuite un autre élément qui va avancer aujourd'hui, qui est vraiment à son avantage, j'ai le gaz et le pétrole. De toute façon, les négociations passeront par là. L'économie de la Libye sera relancée par le gaz et le pétrole. C'est chez lui. Et ensuite, il va dire, j'ai des contacts. Alors, ces contacts, il y a une sorte d'hypocrisie. C'est vrai que la France reconnaît, comme communauté internationale, Tripoli, comme capitale, comme force politique régulière. Mais la France négocie aussi avec le maréchal. C'est là toute la difficulté de l'affaire. Djemal Taleb. Non, ce que vous dites, Emmanuel, est absolument vrai et je le partage pleinement. C'est une situation totalement kafkaïenne. On se dit, il y a un parlement légitime, il est à Benghazi, mais il y a un gouvernement que nous reconnaissons, mais nous savons tous, évidemment, qu'il contrôle, j'ai dit, un quartier tout au mieux. Mais quelqu'un me faisait remarquer une chose, il n'y a pas longtemps, il me dit, la Libye, c'est 6 millions d'habitants. Sur les 6 millions d'habitants, on a 2 millions de réfugiés. Admettez que les 2 millions de réfugiés sont aussi des réfugiés qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Ou alors on accepte que les 2 millions de réfugiés qui sont essentiellement en Libye, en Égypte, en Tunisie aussi, mais en Égypte, constituent une force importante et donc constituent globalement un soutien au maréchal Haftar. Et donc, la force de Haftar, ça a été de faire avec eux un accord,
de se rallier à sa région naturelle, donc de Benghazi, ce qu'on appelle donc en français la Cyrénaïque. Et donc il constitue à lui seul aujourd'hui comme force démographique autour de 50%. Je sais que l'arithmétique ne veut rien dire dans ce débat-là, mais si on à y réfléchir, ce n'est pas tout à fait faux. Donc il s'est imposé militairement, il s'est imposé politiquement, et il s'impose, qu'on le veuille ou pas, démographiquement parlant. Et donc, si demain il a un contrôle réel, il deviendra incontournable. Encore une fois, j'adore la démocratie, j'aime bien la démocratie, mais ce n'est pas par les élections dans ce pays que vous allez le régler. Si vous faites des élections, vous allez exactement avoir la même situation. Souvenez-vous, comment il s'appelle cet ancien Premier ministre qui était au moment du CNT, qui était un type brillant, dont j'ai oublié le nom. Quand tout le monde le donnait président de la Libye, tout de suite. Et quand on a organisé des élections après, ce sont les féodalités nationales, locales, les notabilités locales qui ont pris les choses en main. Si vous faites demain des élections, on arrivera, et je parie ce que vous voulez, au même résultat. Oui. Adam Azizi, en tout cas, cette victoire vient rappeler que le maréchal Khalifa Haftar est incontournable sur le terrain. Est-ce que le maréchal, finalement, n'est pas en train de sortir de son ancrage territorial pour s'imposer au niveau du pays entier et asseoir ainsi une stature d'homme d'État à quelques mois des élections? C'est ce qu'il tente de faire à l'approche des élections, mais comme noté si bien mon collègue, la particularité de Libye, c'est sa structure tribale, qui est aujourd'hui un frein à la reconstruction d'une Libye unie. Donc aujourd'hui, la tribalité et la loyauté des tribus envers envers General Haftar ou envers les autorités de Tripoli est un frein et qui ne sera pas résolu par les élections. Le colonel Kadhafi avait bien compris ça et avait su trouver la recette pour pouvoir faire collaborer l'ensemble de ces tribus sous son autorité. Aujourd'hui, ces deux régimes ne parviendront pas à court terme, ce qui apparaît des urnes, à se réunir. Donc, il restera ce blocage, mais le général essaie de s'imposer progressivement sur le plan économique et militaire, mais l'Union européenne n'a pas intérêt à laisser des zones séparées, parce que dans son intérêt, aussi égoïste que puisse être, et avec l'évolution aujourd'hui des pouvoirs politiques en Europe qui tendent vers le populisme et avec un frein total de l'immigration, ils ont intérêt à continuer à dialoguer avec les deux autorités et ne pas froisser l'un par rapport à l'autre, parce que s'il froisse l'un par rapport à l'autre, il ouvrira potentiellement des portes ou sera plus conciliant par rapport aux flux migratoires. Ils n'ont pas intérêt à cela sur le court terme. Donc malheureusement, de mon point de vue, je pense que la situation de statu quo va perdurer encore quelques temps, à moins de renversements militaires très puissants, ce qui ne semble pas être le cas pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Alors on aura encore 2-3 questions à poser sur cette reprise de Derna. On marque une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.